Tout le monde est là. Écoute, j'ai déjà remercié Cyril de nous accueillir et puis vous d'être venu parce que ce livre est né. Je raconterai peut-être un peu comment c'est né pendant la soirée. Je vous propose peut-être quelque chose en deux ou trois temps. Le premier temps, ça sera un temps de silence partagé que Cyril gérera, dont Cyril gérera la fin avec ce magnifique vol tibétain. Puis après, je vous parlerai de comment le livre est arrivé et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Puis après, peut-être, si vous avez quelques questions. Il y en a certains qui l'ont lu. Il faut que je remercie aussi Christine quand avant de démarrer, puisque Christine a participé quand même de façon très active à l'écriture du livre. Voilà. Donc, si ça vous va, on passe une quinzaine de minutes dans le silence. Ce que je vous propose, c'est plutôt un ancrage sur la sensation corporelle, en fait, qui est en fait mon chemin spirituel. Il est essentiellement là-dessus, en fait. Donc, essayez autant que faire se peut, ceux qui ont l'habitude y savent, ou y sentent plutôt. Et ceux dont c'est une découverte, essayez de sentir, je veux dire, ce qui est à l'intérieur de vous, vivant et vibrant, en étant le plus centré là-dessus et en essayant de ne pas trop vous occuper de ce qui se passe dans le mental. Et de toute façon, tout le monde ici médite 2 heures par jour. Donc tout va bien. Donc voilà, une petite quinzaine de minutes de silence et puis après on passera par la parole. Je crois que c'est important de parler de passer par des phases de silence et de recentrage. Parler de ce livre, en fait ce livre il s'est imposé à moi dans des moments de méditation au départ, en fait, où l'évidence de l'écriture est arrivée, en fait. Ce qui est marrant, c'est que j'ai jamais écrit beaucoup, j'ai jamais tenu de notes ou de compte rendu, etc. Donc, ou très peu en tout cas. Donc assez rapidement, la structure du livre est arrivée. Je me rappellerai un jour, je me suis assis et j'ai pris un cahier. Au bout d'1 heure ou 2, j'avais des chapitres. Et l'après-midi du même jour, j'avais la structure des chapitres. Et après, j'ai l'impression que c'était à la fois un travail de connexion avec ce qui a été vécu là, et de mise en forme, avec Christine qui m'a pas mal aidé là-dedans. Mais ça s'est fait, à part les 3-4 premières pages qui ont été peut-être un peu compliquées à écrire, une sorte de mise en route, etc. Mais une fois que le dynamisme était parti, ça s'est fait vraiment tout ça. Donc c'était des moments très très agréables, très spontanés aussi, c'est-à-dire qu'il fallait que j'ai sur moi un moyen d'écrire, pas jour et nuit, mais fréquemment en fait, parce que ça arrive quand ça arrive en fait. Donc, mais pour ceux dont la vie est un chemin spirituel, ça arrive souvent qu'on nous donne quelque chose comme ça, et quand c'est à verbaliser, si on ne l'écrit pas dans l'instant, ça peut être assez compliqué à retrouver. En tout cas, pour moi, ça l'est. Donc j'y raconte ce que j'ai vécu, et déjà j'y raconte ce que j'ai vécu dans l'enfance, puisque, pour ceux qui ne savent pas, en fait, je suis porteur d'un handicap physique du côté gauche qui n'est pas forcément très visible maintenant, mais qui était très handicapant jeune, puisque
La naissance ayant été assez compliquée, c'est un peu un miracle que je sois debout et que je parle, puisque je suis resté plusieurs minutes après la naissance sans oxygène. Je suis né ce qu'on appelle cyanosé, pour ceux qui savent ce que c'est. En 1960, donc avec des conditions médicales qui sont pas celles d'aujourd'hui. Pour beaucoup de gens que je croise, j'ai croisé beaucoup de gens porteurs d'handicap dans ma vie, forcément. Il y en a beaucoup qui portent ça comme une sorte de croix sur eux et de pénitence, et qui sont en lutte contre ce qu'ils sont. Du coup, c'est une vie de combat contre ce que je suis. Donc, c'est une vie de combat. Alors que pour moi, même si ça n'a pas été facile, il ne faut pas nier non plus les difficultés du chemin. Puisque à 7 ans, cette main-là, elle était bloquée ici, et j'avais plus de 5 cm d'écart entre les deux jambes. Donc, j'ai marché tard, j'ai parlé tard, etc., etc. Donc ça a été compliqué. Je fais des soins 3 à 4 fois par semaine depuis l'âge de 5 ans, donc ça fait 52 ans que je suis en soins constants. Si je m'arrête plus de 2 mois, assez mécaniquement, ça se rebloque. Mais une fois que, quelque part, l'acceptation de ce que je suis, de ce qu'on est vraiment acceptée, c'est plus un combat. En tout cas, moi, j'ai jamais vécu ça comme un combat. Et je pense que ce moment de naissance a été un moment d'ouverture très fort. J'ai un ami médecin avec qui j'ai discuté un jour, qui m'a écouté, qui m'a regardé, etc., qui est un médecin alternatif, et qui m'a dit au bout d'une heure, que tu as probablement vécu une NDE à la naissance. En tout cas, ça a ouvert une brèche dans ce corps et dans cet être qui m'a tout de suite attiré, enfant, vers autre chose, vers ce que l'on nomme la spiritualité. J'ai dû trouver ce mot-là, j'avais 15 ans ou 16 ans. Je ne savais pas ce que c'était, mais cette recherche, elle est là depuis toute l'enfance, en fait. Et après, bon, j'ai passé quelques étapes. À 12 ans, très spontanément, à 12 ans, j'avais encore pas mal de problèmes physiques. Très probablement, je ne sais plus pourquoi, mais je me suis mis à courir dans la rue où on habitait à Arcueil. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'en sais rien, mais en tout cas, ça s'est ouvert. Et j'ai compris des années plus tard ce que c'était, en fait. Mais ça s'est ouvert et c'est resté ouvert pendant une semaine. Est-ce que c'est la difficulté de l'effort physique qui m'était demandé, la difficulté de l'équilibre en courant? J'en sais rien. En tout cas, ça s'est ouvert et je sentais, sans mettre de mots, comme si les murs, je me rappelle très bien, comme si les murs des maisons vibraient, comme si le ciel, comme si je recevais des énergies célestes, il y avait des arbres au fond de la rue, comme si tout était vivant, en fait. Et au bout d'une semaine, ça s'est, on va dire, refermé. À 12 ans, ça laisse une impression assez particulière, quand même. La seule décision que j'ai prise, qui est peut-être un peu extérieure, c'était d'arrêter le catéchisme. Parce que je sentais qu'entre ce qui avait été vécu là et donné, et l'enseignement chrétien, catholique, tel qu'il m'était donné dans les années 70, il y avait une telle dichotomie que ça ne pouvait plus, quoi. L'adolescence s'est passée, etc., etc. Puis j'ai côtoyé pendant toute ma vie 4 à 5 enseignements spirituels, courants spirituels. Je dis bien 2 fois dans le bouquin, je pense dans l'introduction et dans la conclusion, il n'est pas question pour moi de les classer, de les comparer, de dire un tel est supérieur à un tel, etc. Je pense que c'est purement une analyse intellectuelle et que ça n'a pas de valeur. Et 2, je pense que c'est très compliqué dans ce qui est vécu pendant des années, qui est quand même une sorte c'est comme si on se met à coudre un patchwork et d'aller dénouer le patchwork pour dire tiens, le fil blanc est supérieur au fil rose et le fil rouge vaut rien, etc. Ça m'a jamais parlé, cette chose-là. Mais j'ai très vite eu cette intuition, je dirais, d'être accompagné, d'être guidé depuis le départ, en fait. De ne pas avoir choisi quelque part ma vie, la vie m'a été donnée, que les enseignements que j'ai vécus, que j'ai reçus, c'est à des carrefours de la vie où il y a des choses qui se passent, et puis vous prenez
la voie de... Quoi, vous croyez que vous prenez la voie de droite et qu'il y a une autre voie à gauche, mais en fait, c'est le choix, je ne l'ai jamais fait, en fait. La vie a pris le choix dans ce corps d'aller à droite ou à gauche à certains moments. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a quand même une trame de fond dans tous ces enseignements que j'ai suivis, donc que ce soit les groupes Gurdjieff pendant une quinzaine d'années, que ce soit après la rencontre avec Louis Sansa, qui a été assez surprenante, puisque Louis, je l'ai rencontré en cherchant des bouquins sur le catharisme. Et c'est en allant lire les bouquins d'Henri Gougaud, qui sont magnifiques, romans sur le catharisme, que je suis tombé sur un livre qui s'appelait Les 7 plumes de l'aigle à l'époque. Je ne sais pas si ça vous parle. Et puis après, la vie s'organise pour un beau matin au travail, te faire prendre le téléphone, chercher Louis Sansa, tomber dessus en 4 secondes à peu près. J'ai dû taper Louis Sansa à Paris et je suis tombé sur Louis Sansa rue de Montreuil. J'ai pris le téléphone sans réfléchir, j'ai fait 01, je sais plus quoi. Et c'était lui qui a décroché. Je ne savais même pas ce que j'allais lui dire, parce que c'était tellement spontané que en même temps, c'est là que c'est assez génial. Donc j'ai suivi Louise pendant une dizaine d'années. Puis, grâce à un ami qui n'est pas là ce soir, mais que vous connaissez pour beaucoup, Jean-Pierre Guiraud, m'a emmené... Jean-Pierre m'a emmené dans 2 endroits de ma vie assez forts, quand même, puisque c'est grâce à lui que j'ai rencontré la première fois les Indiens Kagaba, les Indiens Kuni, qui sont des êtres, pour ceux qui les connaissent, assez incroyables, puisqu'ils vivent, on va dire, retirés de notre monde tel qu'il est là. Ils vivent encore dans un état de nature totale. Depuis, eux, ils disent que ça fait 4000 ans qu'ils se transmettent le savoir sans discontinuité, sans écriture. Tout se fait en communication verbale et non verbale, parce que je pense qu'il y a énormément de choses qui se font par des choses que nous on nomme transmission de pensée, connexion avec d'autres forces que des forces terrestres, etc. Eux, ils ont d'autres mots pour décrire ça que nous. Et donc, Jean-Pierre m'a invité un jour à une conférence à Toulouse où j'ai rencontré un jeune Koni qui devait avoir 30 ans et qui avait une telle présence dans le corps. En fait, moi, ma voix, c'est le corps. Donc, déjà, chez Gurdjieff et chez Louis, le socle de l'expérience qui m'attirait, c'était ce que j'essayais de partager avec vous, qui était le ressenti corporel. Et donc, au bout d'un certain temps, dans ce corps, j'avais une sorte d'étalon qui me disait, tiens, l'homme ou la femme qui est en face de moi, il a aussi une présence dans son corps qui est très forte. Et ce jeune Koni, c'était impressionnant. Et puis, quelques années après, j'étais en train de quitter Louis. Jean-Pierre a un fils jeune qui avait une vingtaine d'années, il s'appelle Gilles. Et Gilles, jeune chercheur spirituel, emprunte des livres à son père, s'arrête sur le livre de Nisargadatta Maharaj, qu'on est beaucoup à voir, j'imagine je suis, qui est un pavé de 500 pages d'un singe indien qui, dans les années 70, recevait à son domicile des chercheurs du monde entier et des chercheurs indiens. Et le jeune Guiraud fait le lien entre Nisargadatta, disparu en 81, et son disciple vivant en 2001, ça devait être, s'appelant Ramesh Balsekar. Jean-Pierre, avant de partir en Inde avec son fils, m'offre un tout petit bouquin de Ramesh, qui est très très fort pour moi, qui s'appelle De conscience à conscience. Et part avec son fils 3 semaines en Inde. Et quand je vois rentrer Jean-Pierre, on n'a même pas l'occasion de se parler, puisque... Mais je vois tout de suite qu'il y a quelque chose de profond chez lui qui a été touché par ça. Et puis on n'en parle plus. Il passe à la maison 6 mois après. Et il me montre, c'est toujours très original, quelques minutes d'enregistrement d'un satsang chez Ramesh. Ça dure très peu de temps. Ramesh parle totalement anglais, il a déjà 85 ans. Il a une sorte de anglais matiné d'indien qui est assez compliqué à percevoir. Et je me sens touché par cette vision de la télé pendant 15-20 minutes, comme j'ai rarement été touché. Et en fait, je revis
quelque part, 30 et quelques années après, à peu près cette ouverture que j'ai vécue à 12 ans. C'est l'énergie qui traversé Hermès, parce que je m'en rappelle assez précisément. C'était difficilement compréhensible. Et pendant un quart d'heure, il parlait du noumen et du phénomène. Pour ceux qui aiment la non-dualité, c'est un des thèmes centraux. Et donc la vie m'emmène chez Balsekar un an et demi après. Jusqu'à une dernière fois où je l'ai vu pendant une dizaine de jours en janvier 2008, ça fait 10 ans. Puis j'ai écrit dans le livre quelques mois après être passé chez Ramesh, un moment où je ne m'attendais pas, un moment où la recherche spirituelle était en train de s'arrêter à l'intérieur de moi en fait. Je sentais que tout ce qui avait porté cette recherche pendant 40 ans pratiquement, ou en tout cas, mettons au moins une trentaine d'années, c'est comme si quelque chose s'arrêtait. Et je me suis retrouvé chez des amis près de Saint-Étienne pour faire un week-end de réflexion et de partage autour de l'association des Indiens cueillis, en fait. Et dans les semaines qui précédaient ce week-end, je percevais des moments où c'était... comment dire ça? Comme s'il y avait des moments d'ouverture très forts, je me rappelle très bien. J'attendais dans un magasin à une queue, comme on fait tous la queue avec un caddie. Et il y avait 3 personnes devant moi et j'aurais pu décrire l'état intérieur de ces personnes, leur état de santé, et avec une présence à l'intérieur de moi qui était comme s'il y avait une sorte de scanner qui était dans le bonhomme à l'extérieur du bonhomme, quoi. Et ça durait plusieurs fois pendant les jours qui précédaient. Et donc on arrive chez cet ami Ulrich, dont je ne cite pas le prénom dans le bouquin d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y avait chez lui? On était en pleine campagne, sur une colline, probablement totalement dans l'endroit naturel, mais j'ai vécu une nuit que j'ai écrit là-dedans, une nuit de feu, puisque j'ai commencé à m'endormir à 10h ou 11h du soir, et je me suis réveillé à minuit. Dans ce corps, c'était totalement incandescent. J'étais traversé par des énergies qu'on peut qualifier d'irradiantes. J'avais l'impression d'avoir de la lave à l'intérieur de mon corps, en fait. Ça a dû durer pendant 3 à 4 heures. J'avais la sensation de me dire que j'étais en train de mourir, en fait. Mais pas de mourir sur un plan physique, mais sur un autre plan. Voilà, donc, ça n'a pas été très très simple le matin de reprendre ma casquette de président d'association et d'être en interaction avec des gens. Les deux jours ont été un peu spéciaux pour moi et très probablement pour eux, parce que j'en ai reparlé avec certains après. Voilà. Et ça, c'est pour moi, il y a un avant et après cet endroit, quoi. Très probablement, pour être assez franc avec vous, et je ne l'ai pas forcément non plus écrit, j'ai pensé, et j'en arrive même 10 ans après à ce que peut-être beaucoup pensent, que l'éveil est une fin, en fait. Et je ne pense pas du tout que c'est une fin, en fait. Et ça a mis un peu de temps chez moi, pas à comprendre ça, mais à quelque part digérer, appréhender cet événement, et en fait comprendre que c'est juste ce que disent certains bouquins et certains sages, c'est une deuxième naissance. Donc quand tu nais de ta vie de naissance ici dans ce corps-là, c'est comme si tu as plein de choses à continuer, plein de choses à faire. Et donc depuis, après ces 2 ans de pause, on va dire, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était reparti. Et c'est assez surprenant parce que j'ai croisé 3 fois dans ma vie des enseignants spirituels âgés à très âgés. Une des personnes chez Gurdjieff s'appelait Michel, qui est parti à 94 ans. Comment il s'appelait? Ramesh, à la fin de sa vie, il avait quand même aussi 90 ans. Et une dame que je connais depuis quelques années, qui s'appelle Jacqueline.
et que ça soit verbalisé par eux ou ressenti par moi, je sens, et eux me disent que ça continue jusqu'au bout, en fait, qu'il y a un travail, qu'il y a un dépouillement, qu'il y a une transformation qui s'opère en permanence. Très probablement même après la disparition de ce corps physique. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Et effectivement, ce que je peux témoigner, c'est que du coup, le fait juste de se réouvrir à ça, en fait, c'est juste une simple orientation intérieure. C'est comme si ça permettait de recevoir d'autres types d'énergie. Je ne sais pas comment partager ça autrement avec vous. Et ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que ce que je peux probablement partager, c'est que en tout cas chez moi, quand je ferme les yeux dans le quart d'heure on a passé ensemble, et en général quand je ferme les yeux, ou même que je ne les ferme pas, mais quand disons la vie n'est pas totalement interactive, j'ai vraiment cette sensation très profonde qu'il y a une double orientation. C'est comme s'il y avait une orientation dans le corps, de présence au corps, et au bout de 35 ans d'expérience de ressenti corporel, en fait le corps a sa propre... on croit qu'on a une sorte d'attention dans le corps qui observe le corps. Ça, je l'ai pratiqué pendant des années et des années. Mais en fait, le corps a son propre fonctionnement interne, a sa propre intelligence, a son propre ressenti. Mon pied droit est en capacité de s'ouvrir et de participer à l'ensemble de ce qui me constitue. Il a sa propre intelligence, c'est ce que je veux dire. Donc par contre, il faut laisser la place au corps. Il faut laisser émerger cette intelligence ressentie, on pourrait appeler ça une sorte de conscience du corps, en fait. Donc il y a ça. Et il y a aussi une deuxième chose, il y a une sorte de connexion et de lien très fort que j'ai vécu à plusieurs moments et avec tous ces enseignements que j'ai suivis, avec, on pourrait appeler ça un courant spirituel ou un maître spirituel, ou je ne sais pas si vous avez des mots autres, mais je peux le dire comme ça. C'est cette double connexion en fait. Connexion à l'intérieur de soi, une connexion qui est... que moi je vis comme étant une connexion avec un courant qui est plutôt là en permanence, qui m'accompagne tout le temps. Simplement, je n'y suis pas forcément totalement tout le temps ouvert, mais c'est là tout le temps en fait. C'est juste que j'y suis pas présent en fait. Dès que je tire un petit morceau de ce qu'on appelle l'attention, il faut mettre des mots, donc c'est toujours compliqué, mais voilà, dès que je suis ouvert à ça, aux deux, ça se fait tout seul derrière en fait. Et j'y suis de moins en moins partie prenante. Et concomitamment à ça, il y a aussi une ouverture qui se fait au niveau du cœur. Qui vient, c'est quelque chose qui vient se poser là-dedans, je ne sais pas comment... C'est comme si, étant accueilli dans un corps vivant, ou étant partie prenante d'un corps vivant, et étant baigné par des énergies... je ne sais pas comment il faut dire, cherche spirituel, subtil, je ne sais pas quel mot faut employer, mais par des énergies, il y avait une sorte de reconnaissance et de connexion à ce niveau-là qui était très forte. J'ai travaillé un peu sur les chakras, etc. Mais en tout cas, ce que je sens, c'est que cette zone-là est un peu une zone de connexion forte du corps entre le bas et le haut. Voilà. Et tout ça, ça m'est donné, ça nous est donné. Il faut juste... même si j'ai fréquenté beaucoup, ou dans des enseignants que j'ai approchés, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'y a rien à faire.
j'ai quand même beaucoup de mal avec ça, quoi. Ce que je disais au départ, je n'ai pas l'impression que j'ai choisi les enseignants que j'ai suivis, ça m'a été donné. Mais c'est pas pour ça que il y a quand même un travail qui s'est fait, il y a un travail qui est là. Mais même si quelque part c'est pas moi qui le fais, il se fait, quoi. Donc en tout cas, à ce moment-là de ma vie, je partage pas ça, quoi. Je partage pas le fait qu'il n'y a pas il n'y a pas quelque chose à faire. Il n'y a pas quelque chose à faire. Pour moi, il y a une pratique. On a eu quelques discussions avec Cyril là-dessus. Une autre rencontre que j'ai faite aussi, assez inattendue chez moi, c'était Alma. Je n'ai jamais été dévot d'Alma, etc., etc. Mais j'ai côtoyé plusieurs fois cette femme et j'ai cette sensation, j'ai ce ressenti de cette incarnation vivante, de cet amour qui la traverse et qu'elle donne à tous les gens qu'elle embrasse, et même à toute la salle qu'elle a. Des fois, on est 4000, 5000 ou 10 000. La vie, un jour, m'a fait partager un moment à côté d'elle pendant 3/4 d'heure en Inde. Merci. Je pense que j'ai été assez gâté par la vie. Le titre du bouquin au départ, c'était Itinéraire d'un enfant gâté. Mais comme Lelouch avait fait un film avec ce titre-là, ça me paraissait compliqué de le prendre. Mais c'est ça qui venait quand même très fortement. Les derniers exemples des coïncidences que je peux partager avec vous, j'en parle pas dans le livre, ou très peu. Par Christine et par d'autres personnes, j'ai rencontré il y a quelques mois une peintre à Paris qui s'appelle Viviane Restiaux, dont la maison d'édition que j'ai le plaisir de diriger sortira un bouquin en septembre de peinture et d'œuvres absolument incroyables. Et donc le jour où le titre m'est arrivé, en fait, je cherchais l'illustration de la couverture. Et j'avais rencontré Viviane très peu de temps avant à Paris, une dizaine de jours avant à Paris. On avait le projet d'écrire ce livre, mais je pense qu'on n'a même pas signé le contrat d'édition de son livre. Et elle m'avait offert 2 ou 3 petits tableaux de ses œuvres, qui sont en fait des photos d'œuvres. On ne va pas rentrer dans la technique des œuvres de Viviane, mais ce sont des photos d'œuvres. Et en fait, la photo qui est sur la couverture, elle s'est imposée naturellement comme étant l'illustration impérative du bouquin. Et j'ai appelé Viviane, que je connaissais peu, on avait passé 1h30 ensemble, ou 2 heures ensemble. Et je lui explique, elle me dit, mais il n'y a aucun problème, Jean-Pierre, je vois très bien quelle œuvre c'est, il n'y a pas de problème, ce que je te demande juste, c'est que l'édition de la couverture soit de super qualité, parce que je mets dans mes œuvres, les œuvres sont porteurs d'une énergie, et je souhaite que le rendu soit au niveau de ça. Voilà. Je pense que j'en ai dit assez. Voilà. Donc, il y en a quelques-uns qui l'ont lu. Christine a fait la mise en page. Donc tu l'as forcément lu, même si, oui. Même si quand on travaille sur un livre, on n'a pas le même regard que... Moi j'en suis au 15e livre d'éditeur, et je m'aperçois qu'en fait je redécouvre quasiment le livre en le lisant quelques mois après la parution. J'ai relu même mon bouquin il y a quelques semaines, pour mettre des... Voilà, si on veut lire des passages, etc., j'avais mis un certain nombre de post-it. C'est assez surprenant en fait de voir. Je parle même pas de l'écriture, mais entre le fait de lire un livre, de dire à un auteur qui te contacte, oui. Après de relire le livre sur un plan orthographique, mise en page, etc. Et puis de le relire là, du coup, plutôt dans une posture de lecteur des mois après. Tu redécouvres. Je sais pas si ça fait ça, toi, Jocelyn, qui a aussi écrit pas mal. Je ne m'attendais pas à redécouvrir mon écriture. Je pensais que quelque part, l'ayant écrit et l'ayant relu avant de le faire paraître. Mais j'ai l'impression que c'est un autre qui l'a écrit. Presque, c'est ça. Très surprenant.
Et pour deux petites informations, une sur les Indiens Koli et Kiagaba. On dit Koli Kiagaba parce que leur vrai nom c'est Kiagaba et Koli c'est un nom que les colons espagnols leur ont donné en arrivant en Colombie en fait. Donc on a la joie de les recevoir en septembre à Toulouse pour une conférence le 15 septembre. Donc c'est pas encore parti la billetterie, mais voilà, si le jour où ça va partir, on a 300 ou 400 places à vendre. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça va partir assez facilement. Il y a 5 chamans qui viennent dans une femme. Il n'y a jamais aucune femme Koli qui est sortie de Colombie. Et ils viennent pour faire... ils viennent dans la Drôme pendant une semaine pour faire un audit environnemental du territoire de la Drôme. Donc ça va être assez surprenant puisqu'ils ont, ce que j'expliquais tout à l'heure à 2 personnes avant de démarrer, ils ont une lecture du vivant en temps réel qui est assez surprenante. Il y a 10 ans, à la météo à Toulouse, avec Miguel et d'autres Koli, on finit un échange avec des météorologistes et des prévisionnistes de la météo, dans la salle de la météo. Et la femme qui est la responsable de la météo, de Météo France en fait, qui avait fait sortir son bulletin météo pour un lendemain, il l'a envoyé à tous les médias de France, nous donne le bulletin météo de Toulouse qui était pluie, et avec des trucs assez clairs, il pleuvra 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, etc. Et Miguel comme ça, donc on lui traduit en espagnol ce qui est écrit, Miguel sort, je le vois, il va sur un arbre, il met la main sur un arbre pendant 20 secondes, il regarde le ciel pendant 20 secondes, il revient et dit demain ici, il ne pleuvra pas. Pas une goutte d'eau. Ça. Et puis un jour, je me baladais dans la Drôme avec un jeune Koli qui devait avoir 35 ans, qui n'était pas un chaman, donc qui n'avait pas suivi la formation des chamans, qui avait plutôt été enseigné par de ce que j'ai compris, qui avait été retiré à ses parents par des Colombiens à la naissance ou après la naissance, qui avait été enseigné dans 2 écoles, et qui avait choisi à 20 ans ou à 22 ans de repartir et de redevenir Koli. Et on marchait dans une forêt dans la Drôme, et à un moment il lève les yeux et il dit comme ça, il y a 6 espèces d'arbres, ici, il y a 6 variétés d'arbres. Moi j'en voyais 3, 4. Et là il te dit comme ça, il y en a 3 qui sont natifs du lieu, il y en a 3 que vous avez implantés. Donc ils ont cette lecture du vivant, et donc ils vont venir dans la Drôme pour probablement proposer des choses comme ça, proposer des pistes probablement d'amélioration et de progrès. Et parallèlement à ça, il y aura 6 scientifiques européens qui sortent de nos universités, de nos écoles, qui feront le même boulot avec nos normes à nous. Nos fichiers Excel, nos sondages dans le sol, etc. etc. Et le vendredi ou le jeudi, ou le jeudi et le vendredi, ils vont comparer leurs études. Moi, j'y serai pas, mais ça va être quelque chose quand même. Donc on les reçoit le samedi 15 septembre. Donc ça, c'est la première info. Et la deuxième... Aluna sort là un ouvrage que j'ai pas amené, qui est un pavé de 380 pages de Nisargadatta. Nisargadatta, c'était le maître de Ramesh. C'était cet homme dont j'ai lu les livres quand j'avais une vingtaine d'années. Ce fameux pavé Je suis, là, qui est encore plus gros que celui-là, en fait. Et je trouve que c'est un beau clin d'œil de la vie, quand même. J'étais pas du tout... je ne chantais pas d'énergie particulière il y a 10 ans pour créer une maison d'édition. Donc c'est quand même assez surprenant de voir que, en 10 ans, la maison d'édition a fait paraître un livre de Nisargadatta, de son disciple Ramesh, et de son disciple qui est venu ici plusieurs fois, Ronnie Corman. Comme la maison d'édition, d'ailleurs, édite les livres du maître de Jean-Pierre qui m'a emmené chez Ramesh, et qui est le père de Marie-Christine, Jacques-André Lavier. Donc la vie n'est qu'une superposition de rencontres et d'enchevêtrements. Quelques propos, questions. J'étais un coéquipier supportable pour l'écriture de livres, Christine. Ah, okay. Mais non, pour moi ça a été super intéressant, effectivement. D'abord, c'est toujours extrêmement agréable de rencontrer quelqu'un par le cœur, et chaque fois on avançait, quoi. Ça crée une bonne amitié quand même. Ah oui, c'est sûr. Parce qu'on ne peut pas se mentir. Ah non.
qui est marrant d'ailleurs, c'est en le relisant il y a 3 semaines, je me suis aperçu que j'ai pas tout mis dedans. Mais moi, s'en fout, quoi. Bah, t'en écris un 3e. Bah, j'ai déjà écrit un 2e qui sera je plutôt sais, orienté c'est pour ça que je professionnel, demande. puisque l'édition n'est pas ma vie, comment on dit ça, sociale, je sais pas comment dire, voilà, je vis pas par l'édition, et j'ai pas créé une édition pour en vivre. Donc j'ai une activité professionnelle et je sens de la même façon que ce bouquin est arrivé, qu'il y a un 2e livre qui arrive sur l'activité professionnelle qui est la mienne depuis une 30aine d'années en fait. Et justement, votre expérience spirituelle, est-ce qu'elle vous sert dans votre vie professionnelle? Enfin, parce que c'est quand même... C'est une très bonne question. Me servir, non, elle est là en permanence, elle m'accompagne, quoi. Voilà, au sens humain du terme. Bah, en tout cas, il y a un truc qui est clair, c'est que j'ai toujours beaucoup fonctionné à l'intuition, on va dire ça comme ça, même si c'est compliqué de mettre un mot là-dessus. Mais sur cette sorte de 6e ou 7e sens, qui est à l'intérieur de chacun de nous, qui est une sorte de... Pour moi, c'est une voix. Il y en a d'autres, c'est plutôt visuel, d'autres, c'est plutôt kinesthésique. Pour moi, c'est une voix. Donc, j'ai cette voix en moi depuis l'enfance. Des fois, je me demandais si j'étais pas un peu barré. On est tous un peu barrés, peut-être. Mais effectivement, c'est une voix et c'est un ressenti, en fait. Donc, effectivement, dans l'activité, dans la vie, probablement même amicale et professionnelle, il y a des moments où ça accompagne très fortement, quoi. C'est comme si des fois on sentait avant qu'une rencontre se fasse que ça allait être une rencontre forte, ou qu'au démarrage d'un rendez-vous, que c'était le bon rendez-vous pour cette problématique qui se posait dans cette entreprise, quoi. Donc, en tout cas, ça simplifie la vie, quoi. Entre avant 2008 et après 2008, ce que je peux dire, la grande différence dans ce que je vis, c'est que j'avais l'impression avant d'être dans une sorte de moment présent coincé entre le passé et le futur, donc où j'allais chercher, où se manifestaient en moi des insatisfactions, des frustrations, ou des choses difficiles du passé qui venaient résonner dans ce moment présent, qui ne rendait pas ce moment présent forcément très agréable, voire qui faisait que je ne vivais pas forcément ce moment présent, mais que je vivais dans un ressassement mental ou émotionnel du passé. Je ne sais pas si ça parle à certains, ça. Ou dans une sorte de projection du futur, de mes attentes, de ce que ça devrait être, pas être, de ce que la situation... Et depuis 2008, donc plutôt un plan de la vie qui est horizontal, en fait. Et depuis 2008, je suis passé à un plan plus vertical. C'est pas je suis passé, c'est passé, j'y suis pour rien, quoi. C'est passé à un plan plus vertical où en fait j'appréhende ce qui est devant moi et ce qui se vit à l'intérieur moment par moment. Le passé et le futur existent, mais ça n'a pas du tout cette emprise dans le moment présent que ça avait avant, quoi. C'est-à-dire que si je dois prendre un train, un avion, etc., ça va calculer qu'il faut prendre un billet sur le téléphone, arriver 2 heures avant l'aéroport. Mais il n'y a pas cette pollution ou cette extension, je ne sais pas comment dire. Le truc qui me vient, c'est ces trucs de gymnastique, là, les tendeurs. Là, voilà. Il n'y a plus cette tension, en fait, qui était d'être coincé dans le présent avec... des fois, le pire, c'est quand c'est coincé des deux côtés. C'est-à-dire qu'en même temps, tu as le droit au passé et au futur, quoi. Alors là, ça peut être très souffrant, ça, comme impression, quoi. Et en plus, tu passes complètement à côté de ce qui est là, quoi. C'est-à-dire que tu ne perçois pas la situation, tu la goûtes pas, et il n'y a rien qui se vit à l'intérieur, quoi, ou très peu de choses qui vivent à l'intérieur, quoi. Donc le fait d'être passé dans une vie verticale, c'est très différent, en fait. Je suis probablement encore plus spontané qu'avant. Ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un de très agréable à fréquenter tout le temps, hein, puisque je sens bien que quand une situation n'est pas en accord avec les préférences de score, on va dire ça comme ça peut réagir un peu plus sec et un peu plus direct qu'avant, quoi. C'est-à-dire que l'animal social, Jean-Pierre, est peut-être un peu moins adapté à une situation qu'avant, quoi.
Donc de temps en temps, je peux être un peu réactif, quoi. Même avec des gens proches. Donc, il y a ça. Et il y a un truc qui a complètement disparu, c'est ce que nos amis chrétiens mettent sous le nom de culpabilité. Ça n'existe plus, quoi. Je peux avoir... il peut y avoir un regret d'avoir blessé quelqu'un. Il peut y avoir une énergie pour aller protéger, etc. Mais c'est pas de la culpabilité, c'est-à-dire que ce qui est fait est fait. Et ce qui est là et ce qui a été fait est totalement accepté. Tout le temps. Je sais pas si c'est très clair, ça. Ouais. Donc ça change beaucoup, en fait. Et ça rend la vie plus simple. Plus directe. Plus spontanée. J'aime bien dans ce bouquin, j'ai mis une préface sur un des chapitres où il y a une citation d'un... Je la retrouve. Christine connaît le bouquin par cœur avec moi. Qui correspond à peu près à ce que je dis. C'est un sage indien qui est un soufi qui a vécu en Inde jusque dans les années 65, je pense. Et qui avait cette phrase-là: « Je souhaite que vous soyez moins dans la discussion et la logique, mais davantage tourné vers l'introspection et l'intuition. La spontanéité est la plus haute forme d'activité. Il est inutile de vous inquiéter de ce qui est mauvais chez les autres. Vous devez observer les mérites des autres, pas des vôtres, les mérites des autres et vos propres démérites. » Voilà. Ça peut être un programme de vie, ça. Déjà de quoi faire. Ouais, il y a déjà de quoi faire. Ah ouais. Comment votre spiritualité influence sur votre vécu du handicap? J'en parle pas mal dans le bouquin de ça, en fait. Je pense que c'est déjà le handicap qui m'a amené à cette présence au corps. C'est-à-dire que j'avais des points de douleur et de blocage du côté gauche, à peu près partout, de la naissance jusqu'aux premières opérations, aux premiers soins, et même encore jusqu'à l'âge de 17-18 ans, en fait. Et je sais pas, mais j'étais très précis et sensible sur où était la douleur, comment... J'arrivais très enfant, à 5-6 ans, à qualifier où était la douleur, l'intensité de la douleur, etc. etc. Donc ça m'a été donné, je pense que ça fait partie du paquet cadeau de départ. Et donc quand je suis arrivé dans un groupe spirituel la première fois, on nous a dit fermer les yeux et commencer à sentir le pied droit, d'abord le sol sous le pied, mais à l'intérieur du pied, ça s'est fait comme ça, quoi. Donc, et derrière, je suis assez persuadé que le ressenti du corps, dans un corps qui a des problèmes énergétiques, etc., aide à réouvrir des portes, etc. Par exemple, jusqu'à il y a 4, 5, 6 ans, peut-être une dizaine d'années, j'avais une vraie différence de ressenti entre le côté droit et le côté gauche. Je ressentais plus vivant et mieux et plus facilement le côté droit que le côté gauche. Aujourd'hui, ça a totalement disparu. J'ai exactement le même ressenti des deux côtés. Donc je pense qu'un travail spirituel sur des gens qui ont des problèmes de handicap, tous les travaux sur la méditation prouvent que la méditation est rentrée dans les hôpitaux il y a 10 ans. On sait très bien que des gens qui ont des problèmes ou cognitifs ou neurologiques et qui méditent, ça va beaucoup les aider. Ça va beaucoup les aider. Je dirais avec l'expérience, à la condition qu'ils arrivent à lâcher le Jiminy Cricket qui croit tout diriger à l'intérieur et qui croit aussi diriger la méditation, quoi. Parce que c'est très différent, je pense, au niveau énergétique. Le jour où le personnage, Jean-Pierre, qui croit être le mec qui est derrière le gouvernail, lâche le gouvernail et s'aperçoit que ça a toujours été où ça voulait aller, mais que ça va où ça va, et qu'il n'y a pas de problème, je pense que les énergies qui passent dans le corps ne sont plus les mêmes. Ça
C'est intéressant ce que tu dis sur Jiminy Cricket parce que dans l'histoire de Pinocchio, c'est sa conscience, en fait, c'est pas son ego. Alors là, tu as l'air de l'assimiler à non, mais c'est venu comme ça, quoi. À celui qui bavarde intérieurement, qui serait l'ego plutôt. Alors que si on laisse la place justement à la conscience de je suis, là, ça passe tout seul. À travers soi, finalement. C'est peut-être pas un bon comparatif. C'est ça, il faut préciser. Peut-être trouver autre chose, quoi, dans ce cas. Mais en tout cas, ce personnage en moi qu'on appelle ego, qui se croit autonome, décideur et maître des actes, et qui croit qu'il a un choix sur ce que je décide et ce qui m'arrive. Bien avant d'avoir rencontré les noms de elle, j'avais cette impression à l'intérieur de moi, en fait, d'être, ce que je disais tout à l'heure, d'être guidé, en fait. Probablement par cette recherche, mais d'être rentré dans les groupes Gurdjieff, poussé par ce quelque chose, cette voix, et d'avoir arrêté Gurdjieff pour aller chez Louise, pareil, et ainsi de suite, quoi, tu vois. Oui, je continue. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ton livre, mais je l'ai digéré déjà. Là, je suis dans le Colombo et j'en suis dans Ramèche en même temps. Oui, je vais faire un petit colis puisque notre ami est journaliste. Donc, ton livre, je l'ai déjà intégré, j'ai beaucoup aimé et j'ai trouvé qu'il y avait une grande cohérence justement dans la suite des enseignements que tu as suivis et que tout ça forme un tout vraiment très harmonieux, quoi. Mais justement, là, il me vient une question par rapport à Gurdjieff, parce que moi j'ai commencé par Gurdjieff aussi, mais j'étais beaucoup plus âgé, j'avais 30 ans. Et là, il me vient une question par rapport au lien entre Gurdjieff et justement les courants de la non-dualité, parce que Gurdjieff, il me semble qu'il était influencé par plusieurs courants lui-même, il était un peu de soufisme ou ce genre de choses, mais est-ce que le courant de la non-dualité, c'était quelque chose qui lui était familier aussi ou pas du tout? C'est compliqué de répondre si tu vas sur la question. Parce que pourquoi? Moi, j'ai pas rencontré Gurdjieff, j'ai rencontré des élèves de Gurdjieff. Il y a quand même quelque chose chez Gurdjieff qui est un peu de cet endroit-là. Il dit à cette façon assez précise que l'homme est constitué d'une totalité. Je ne sais pas si tu te rappelles, il parlait des centres inférieurs et des centres supérieurs. Il disait qu'on était constitué par des centres inférieurs et par des centres supérieurs. Il parlait du centre intellectuel supérieur, émotionnel supérieur, qui était parfaitement complet et parfaitement constitué dans l'homme. Simplement, comme dans sa description et dans ses concepts, les centres qui fonctionnaient en bas, le centre physique, sexuel, émotionnel, intellectuel, ne fonctionnaient pas de façon harmonique, ça ne connectait pas avec le haut, en fait. On n'est pas des années-lumière. Si tu redécryptes ça sous la lumière de la globalité, il dit juste qu'il y a un travail de reconnaissance intérieure à faire. Mais disons que c'est quand même assez sous-jacent chez lui, c'est pas flagrant. Par contre, le travail sur le corps, il l'est. C'est-à-dire que dans les groupes, on passait une demi-heure, une heure par atelier en méditation sur le corps, guidé souvent, ce que je ne fais pas. C'est plus simple des fois d'aider et d'avoir un guide de méditation qui vous aide à sentir le corps, des parties du corps et le corps dans sa totalité au départ. Mais bon, je ne suis pas grand fan de ça. Je pense que c'est à chacun d'aller faire son itinéraire et à son rythme. Il y a le corps, il y avait les mouvements chez Gurdjieff qui sont aussi un travail. C'est un travail global en fait. La thématique aussi, la position, ça c'est très qualifié. Ah ouais. Mais les mouvements de Gurdjieff, pour ceux qui vont aller voir des films, c'est assez surprenant en fait. Il avait codifié des mouvements qui étaient travaillés sur différentes parties du corps, par exemple la tête, les bras et les jambes, avec des rythmes différents des trois parties. C'est-à-dire que tu faisais un mouvement à 2 temps sur la tête, à 6 temps sur les jambes et à 4 temps sur les bras. Donc ça veut dire que tu avais un rendez-vous tous les 12 temps. Si tu essaies de faire ça avec l'intellect, tu vas ou te perdre, ou sortir de là avec une migraine absolument infinie. Et quand tu fais ça en faisant confiance au corps, à cette intelligence du corps qui est là tout le temps, ça peut se faire. Même avec moi qui est un corps compliqué avec mon handicap, j'en ai pas fait beaucoup parce que
c'était quand même compliqué, c'était des rythmes très rapides, etc. Mais de temps en temps, ça matchait, et si tu lâches tout, ça peut le faire. Le corps est beaucoup plus intelligent que ce qu'on pense. Ouais. Et j'ai retrouvé ça dans tous les enseignements. Moi, chez Ramesh aussi, cette présence du corps chez Ramesh n'est pas évidente non plus, mais j'ai des amis qui ont fait des stages avec lui dans le sud de l'Inde, qui me disaient le matin, c'était satsang, échange, parole. L'après-midi, c'était, il s'asseyait pendant 2 heures dans une chaise et venait s'asseoir en face de lui qui voulait, quoi. Les yeux fermés. Donc à moins de dormir pendant 2 heures, il devait y avoir un peu de présence au corps, à mon avis. Et c'est ça, tu vois, tout à l'heure je disais, j'ai pas tout raconté dans le livre, c'est ce que j'ai dit là tout à l'heure, c'est sur ce double ancrage, ou cette double position qui se fait en moi, que je fais pas, qui est une position sur le corps, et une sorte d'ouverture à... Et je pense que ça peut être à chacun de trouver son A. Ça peut être un lieu, ça peut être quelqu'un, ça peut être l'endroit dans lequel vous êtes. Si vous vous mettez dans la forêt, ça peut être une connexion à la vie qui est là autour de vous, hein, et qui peut être extraordinaire. Si vous êtes assis sur un caillou, ça peut être la vie qui est à l'intérieur de la pierre que nos biologistes disent être non vivante. Oui, non biologiste, c'est non vivante. Voilà. Ça m'a ouvert ça aussi. Ça c'est aussi les codis qui m'ont ouvert ça. Quand les codis te disent tout l'univers est vivant, tout l'univers dialogue, et qui te disent dans la phrase d'après des trucs qui sont incompréhensibles pour nos scientifiques, qui disent que la nature dialogue entre elles, que toutes les espèces dialoguent entre elles, que les lacs dialoguent entre eux, et que quand on pollue un lac, les autres lacs sur Terre le savent, et que les planètes dialogueraient les unes avec les autres. Donc ça veut dire que la vie ne s'arrête pas à la biologie, et quelque part, en tout cas aujourd'hui, j'ai cette sensation très forte. Quand je prends une pierre, il y a une communication entre ce corps et cette pierre. Il y a une communication entre le vent qui passe sur mon corps et le corps, entre l'énergie que je réduis, quoi, tout est vivant en fait. Comment un astronome, soi-disant mort, le soleil aurait créé ça, quoi. J'arrive même pas à comprendre que les scientifiques restent là-dessus, quoi. Mais bon, voilà, tout va très bien. Mais je trouve que c'est une vision forcément réductrice qui te permettent pas d'ouvrir à d'autres trucs. C'est ça qui est un peu dommage, quoi. Quand je vois le bouquin qui est fait par cet Allemand, le botaniste allemand qui a fait des ouais. Aujourd'hui, on l'écoute, il y a 15 ans, on l'aurait enfermé, je pense. Ouais. Assez probablement. Il y a un problème, c'est que la physique elle-même, elle est simplement en train d'intégrer la révolution de la physique quantique qui amène à envisager des dimensions invisibles, subtiles. Et la biologie, elle n'en est pas encore là. La biologie, elle en est restée à la physique strictement matérielle, ici, ça serait une étape supplémentaire. Si vous avez d'autres questions, ça on fait... Moi, j'aimerais revenir sur ce que tu as dit par rapport à cette notion de faire ou de ne pas faire. Ça, c'est quand même une clé vachement intéressante. Je pense que là, on est piégé par les mots. Parce que Ramesh, chez Ramana Maharshi, Nisargadatta, tout ça, il y a vraiment cette notion qu'effectivement, il n'y a rien à faire. Parce que nous sommes déjà ce que nous cherchons à être, que le fait même de chercher nous éloigne. Parce que ça crée une distance qui n'existe pas, etc. Une tension. En même temps, on ne peut pas rester toute la journée, effectivement, sans bouger, quoi. Donc on est piégé par le mot faire. Mais ce qu'il y a à faire, à mon avis, alors oui, en même temps, beaucoup d'enseignants, mais même des gens comme José Leroy, que tu connais bien, disent qu'il y a cette ambiguïté constante, mais que souvent les gens qui viennent à la non-dualité sont d'abord passés par tout un tas de courants, il y a quand même une réflexion en amont qui fait qu'à un moment donné, peut-être, que l'éveil peut survenir simplement par une présence ou des choses comme ça. Mais il y a eu un long cheminement, quand même, un long questionnement aussi avant ça. Et par contre, la notion de faire, ça peut être simplement faire un pas en arrière, finalement. C'est-à-dire qu'on arrête de chercher à avancer et que c'est en faisant le pas en arrière, en faisant un acte de recul, finalement, qu'on se laisse traverser par ce qui est déjà là, quoi. Et c'est quand même faire quelque chose.
C'est à la fois faire et ne pas faire, justement, au-delà de la dualité du faire et du non-faire. Comme le non-agir dans le taoïsme. Des événements dans le corps, des énergies qui ont un impact sur l'extérieur et à l'intérieur, il y en a tout le temps en fait. Mais où est la source de ça? Ça c'est vraiment le sujet. Est-ce que la source c'est moi qui fais, ou est-ce que c'est la vie me traversant qui fait? Et ça ne peut être qu'une observation. Tu vois, le seul exercice que donnait Ramesh, Ramesh donnait pas beaucoup d'exercices, donnait pas d'exercice. Il donnait juste une chose, il disait, le soir, asseyez-vous, et si possible tous les soirs, au calme, et prenez des événements de votre journée, choisissez-les, pas beaucoup, peut-être même un, et regardez. Regardez si, comment ça s'est fait, quelles énergies est opérante à ce moment-là. S'il y a eu des choix à faire entre deux suggestions, est-ce que c'est vous qui l'avez fait ou pas? Et voilà. Je suis assez d'accord. En tout cas, j'ai fréquenté Ramesh Ewen et d'autres. Le fait d'attendre qu'il n'y a rien à faire, ça ne résonne pas chez moi en fait. Donc, j'ai pas plus d'avis que ça là-dessus. Peut-être que ça correspond pour d'autres personnes à d'autres moments de leur vie. Mais là, non. En tout cas, il y a un truc pour finir, il y a un truc que je peux dire, c'est que... ouais, 15 secondes. En fait, j'ai vraiment cette impression très profonde d'avoir retrouvé... Alors, est-ce qu'il faut mettre un mot état, pas état, parce qu'on a une discussion là-dessus l'autre fois sur les états, mais en tout cas, ce qui se vit là est très proche de la mémoire que j'ai sensitive de ma vie d'enfant. C'est-à-dire que, sauf qu'il y a comme un background d'un adulte qui a vécu 50 ans, qui a appris des trucs, etc. Mais il y a cette spontanéité de la vie. Voilà. Quelque part, en tout cas pour moi, on redevient enfant. Avant l'ego. Ouais. C'est peut-être ça, ce qui a reculé, c'est probablement de l'ordre de l'ego n'a pas complètement disparu, mais il ne faut pas. Moi, tu m'appelles, Jean-Pierre dans la rue, je me retourne, tu me donnes à manger 2 trucs, je vais les goûter, j'en préfère. Il est très utile. Balsekar avait un jour, il l'avait probablement titillé bien, il avait fait une distinction entre 2 égos, une sorte d'égo fonctionnel, on va dire, et un égo, ce qu'il appelait ratiocinant dans ses bouquins, donc on a traduit comme ça en français. Et lui, il disait, en fait, l'éveil, c'est la disparition de cet égo qui ne sert à rien, qui est cet égo qui va chercher dans le passé et le futur, qui est... ce que moi j'appelle Jiminy Cricket, mais c'est pas le bon mot, tu vois. Celui-là, il s'en va, en fait. Mais il reste... Le hamster, tu sais. Ça peut être le hamster. Ouais, mais allons-y pour l'hamster, Christine. Moi, ça me va très bien. Bon, merci à vous. Merci.